Avant toute chose, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à avoir regardé la première vidéo de la chaîne. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas atteindre presque 100 vues avec ce que j'ai pu produire. Donc merci à vous tous. J'espère que celle-ci vous plaira tout autant. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, j'ai compris comment marche un micro sur téléphone portable. Yes! Et c'est pour ça que, je l'espère, vous avez une meilleure qualité audio, en tout cas côté face cam. Je suis avec vous. Maintenant, revenons au sujet du jour. Et là, je prends la petite pause. J'ai pris pas mal de temps pour trouver le bon auteur ou la bonne autrice ou auteur. Puis une idée me vint. Étant donné que j'ai abordé un auteur de shonen, pourquoi ne pas faire le total opposé et cette fois-ci parler d'un ou une auteure de shoujo. Et puis c'est une ligne éditoriale à laquelle je suis très peu familier, donc autant que vous et moi on apprenne tous ensemble. Domo Tako-san. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de Yuki Midorikawa Sensei, auteur qui est très peu mise en avant en France malheureusement, mais qui est très importante au Japon. Et comme toujours, je suis votre guide Sochi-kun pour cette aventure peut-être sympatoche, peut-être un peu longue, mais là c'est la transition fin intro. Avant de parler en long, en large et en travers de la sublime Yuki Midorikawa Sensei, je vais vous prendre 2 petites minutes de votre temps pour définir au mieux et avec vous le terme shoujo et ainsi briser l'image faussée qui lui colle encore à la peau. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Le terme shoujo vient des kanji sho, qui veut dire petit, et onna, qui veut dire femme. Ensemble se traduit littéralement par fille ou jeune fille. Un shoujo manga est tout simplement un manga visant un public jeune féminin. Et à l'inverse, un shonen est un manga visant un public jeune masculin. Chacun possède ses propres codes et des sous-genres dont le plus populaire est le shonen negetsu. Par exemple, ce dernier est caractérisé par un héros, souvent un jeune garçon orphelin ou vivant séparé de ses parents, dont la recherche du père est un thème récurrent. Un héros ayant un objectif ou un rêve qu'il veut absolument réaliser, et ce, quels que soient les obstacles. Alors qu'un shoujo va plus se caractériser par des thématiques abordées que des codes tels que les relations humaines ou ningen kankei. Cela recouvre les interactions avec autrui comme les interactions de leurs émotions, amitié, amour, etc. L'autre thématique pouvant être aussi le genre et la sexualité, avec des relations homosexuelles ou la position de la femme dans les relations hétérosexuelles. Attention, je sais que la comparaison n'est pas raisonnable, car d'un côté, on liste des codes, des caractéristiques, et en face, des thématiques. Mais en tout cas, cela nous permet de distinguer grossièrement les 2 lignes éditoriales que sont le shonen et le shoujo. Ce que je viens de dire n'est plus forcément vrai aujourd'hui, car les 2 lignes éditoriales évoluent avec le temps, mais surtout avec leur public. Ce qui fait que les œuvres qui sortent de nos jours ne correspondent plus à ce que je viens de vous citer plus tôt. Mais l'objectif de tout ça, c'est de vous donner une représentation très sommaire de ce que est le shoujo. Ce faisant, nous pouvons très bien retrouver des shoujo avec de l'action. Par exemple, l'excellent X de Clamp. Et inversement, des shonen avec de la romance, comme le récent Blue Box. Je vous l'avais dit que ça allait être très rapide. Serais-je un menteur? Jamais avec vous. Et maintenant, on va parler de l'incroyable Yuki Midorikawa Sensei. Et oui, incroyable, vous allez comprendre très vite pourquoi. Transition. Bon, je ne trompe personne, Yuki Midorikawa Sensei est une mangaka spécialisée principalement dans les shoujo. Et oui, elle est née le 23 mai 1976 à Kumamoto. Midorikawa est un pseudonyme venant d'une rivière à Kumamoto intitulée du même nom, Midorikawa. Ce dernier est le cours d'eau principal qui traverse la préfecture centrale de Kumamoto et se jette dans la baie de Shimabara dans la mer d'Ariake. Bien sûr, son amour pour cette préfecture ne s'arrête pas là,
car de nombreux personnages de ces différentes œuvres sont tirés de lieux de Kumamoto, comme Karashima dans Akaku Saku Koe, qui fait référence à la ville Karashima, ou encore Kentaro Sakamoto de la même œuvre, ferant référence au parking Sakamoto. En tant que bon narrateur qui se respecte, et je l'espère, je ne vais pas vous dévoiler tout maintenant sur la relation entre l'auteur et la préfecture de Kumamoto. Ça serait vous gâcher le plaisir. Pour revenir à Yuki Midorikawa Sensei, elle envisage sérieusement à devenir mangaka quand elle sera au collège, comme elle explique dans une interview donnée le 17 juin 2000 auprès de l'éditeur Hakusensha pour la sortie de son œuvre Akaku Saku Koe. Toujours dans cette interview, elle raconte avoir envoyé moult œuvres dans différents magazines, dont différents éditeurs, et malheureusement ça n'a jamais marché. Pourtant, elle n'a jamais baissé les bras, car elle continua et continue encore aujourd'hui à s'entraîner à dessiner jusqu'à qu'elle soit satisfaite. Comme une majorité de mangaka, elle fera ses armes en dessinant des one-shots. Et le premier à recevoir un prix sera en 98 et intitulé Flower Thief ou Hana Dorobo. Comme Kenta Shinohara avec son premier one-shot Red Panda Puppet Show, je n'ai aucune information, même pas un extrait de Hana Dorobo de Yuki Midorikawa. Donc si jamais vous en possédez des extraits ou même des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Flower Thief ou Hana Dorobo remporta la 74e édition du LMS, soit Lala Manga House Scout, pour le prix de la meilleure recrue. Et dans la même année, elle sortira un deuxième one-shot intitulé Kohi Hirari, qui remportera la 18e édition du LMG, soit Lala Manga Grand Prix Fresh Debut Award, et apparaîtra dans le numéro du novembre 1998 de Lala DX. Et là, très chers spectateurs, spectatrices, je le sens au fond de moi que vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Soshi-sensei, j'ai les lèvres qui brûlent tellement que je dois m'hydrater souvent pour vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que tous ces concours? Oula! Jeu d'acteur pitoyable sur 20. Je vais te répondre de ce pas. Les deux concours sont organisés mutuellement par le magazine Lala et Lala XD, tous les deux édités par Hakusensha. Dans le cas du concours LMS, Yuki Midorikawa Sensei remportera la modique somme de 15 000 yens, soit environ 100 €, ce qui est déjà pas mal pour son premier one-shot. Dans le cas du LMG, là, ça n'a rien à voir, parce qu'elle remportera non plus 15 000 yens, vous pouvez rajouter même un zéro, et oui, elle remportera 150 000 yens, soit environ 1000 €. Et ça ne s'arrête pas là, car elle aura le droit à une publication dans l'un des deux magazines. Bravo à vous, Madame Rivière Verte. Et comme toujours, je le sais que vous êtes curieux et curieuse, donc je vous ai réalisé un petit résumé très rapide de ce qu'est Kohi Hirai. Nous suivons le quotidien de Sue, Mizukami, Sagara, 3 lycéens et lycéennes des plus ordinaires. La seule différence est que Sagara possède une étrange capacité. Dès qu'il boit du café, ses capacités physiques sont décuplées. Ce faisant, nous voyons l'impact de cette drôle capacité dans leur vie de tous les jours. Bon, je le conçois, le résumé que je vous ai réalisé est quelque peu... Quel est le bon mot? Éclaté au sol. Car en effet, je ne veux pas trop vous en dire car le one-shot est assez court avec 46 pages. Ce que peut supposer le résumé est une œuvre ou en tout cas un one-shot orienté vers l'action, ce qui n'est pas le cas. Ici, on va s'intéresser bien plus aux émotions et aux relations humaines. Et tout ça dans une ambiance assez douce, amère de la vie des lycéens et lycéennes. Un peu comme le café, car oui, avec l'extrait que j'ai pu vous présenter très rapidement, on commence à y discerner le style de Yuki Midorikawa, c'est-à-dire un trait léger et une narration douce poétique. Maintenant, pour sa troisième œuvre intitulée Akaku Saku Koe, Yuki Midorikawa Sensei remporte le prix du Newcomer Award de la compétition Hakusensha Hatena en 2000. Qu'est-ce que c'est encore que cette compétition? Et pourquoi il y a le mot Athéna? Ah, tellement de questions qui resteront sans réponse. Ah, bon, je vais vous répondre après cette piètre mise en scène. Comme je l'ai dit plus tôt, Hakusensha édite de nombreux magazines manga tels que Hana to Yume,
Pesatsu Hana Toyume, Melody et Lala. La sélection du Hakusensha Hatena est faite par les rédacteurs en chef et les auteurs des 4 magazines. Les œuvres primées seront publiées dans l'un de ces magazines ou magazines affiliés, à l'exception du Debut Excellence Award. Et là, je m'excuse d'avance parce que je vais devoir user la carte accent anglais coupé au couteau français, car en plus des 4 prix du Rookie of the Year Award, Excellent Newcomer Award, Newcomer Award et Honorable Mention, les nouveaux artistes qui ont déjà fait leur début dans les magazines manga de Hakusensha peuvent obtenir le prix spécial du Debut Excellence Award, qui est lui-même décerné à l'auteur ou autrice et non pas à l'œuvre lui-même. Pourquoi Athéna Je pense que c'est tout simplement lié à la mythologie grecque, car Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, et représente, je pense, parfaitement le milieu manga au Japon. La guerre, parce que c'est très compétitif, et la sagesse, car il en faut un peu pour se différencier des autres œuvres. Je sais pas ce que je fais. Et comme je déteste vous laisser dans le mystère, je vais vous donner un résumé un peu plus concret que celui de Kofi Hirari pour son œuvre Hakaku Saku Koe ou The Voice That Bloom Red. Sawa Kokubu est amoureuse de Karashima, bien qu'elle ne lui ait jamais parlé. Elle cherche à en apprendre plus sur lui et découvre ainsi qu'il ne parle presque jamais, sauf à ses amis les plus proches, ou en se pinçant le nez et qu'il ne s'attarde jamais au lycée. Un jour, alors qu'elle le croise dans la rue en train de courir, elle décide de le suivre. Elle comprend alors qu'il aide la police grâce à une capacité spéciale. En effet, sa voix est tellement belle que s'il exprime un ordre ou un désir, ceux qui l'auront entendu ne pourront s'empêcher d'y obéir. C'est pourquoi il évite de trop utiliser sa voix, surtout que les personnes les plus sensibles peuvent s'évanouir à son écoute. Cette première série de Midorikawa Sensei sera publiée de 1998 jusqu'à 2000 dans le magazine Lala. Il sera donc conclu en 3 volumes. Puis sortiront 2 chapitres spéciaux respectivement en novembre 2000 et janvier 2001 dans le magazine non plus Lala mais Lala XD. L'œuvre s'offrira même une version bunko en 2 volumes qui comprendra du coup ces fameux chapitres spéciaux. Et là, en mélangeant tout ça, là, les affaires policières avec son style de narration bien à elle, nous sommes très vite transportés dans cet univers et tout aussi attachés à Karashima qui semble être très mystérieux au début. Et tout ça pour dire que cela marche du feu de Dieu, vraiment. Car, et en toute franchise, en préparant cet épisode et en lisant quelques extraits à droite et à gauche, je comprends mieux pourquoi elle a remporté le prix du Newcomer Award de la compétition Hakusensha Asena. Et puis parce que je ne l'ai pas encore fait dans cette vidéo, c'est le moment du petit fun fact avant de basculer sur le prochain chapitre. Alors tenez-vous prêts, parce que Midorikawa Sensei obtiendra un prix, non plus japonais cette fois-ci, ou là non, mais écossaise cette fois, en 2011 pour l'adaptation animée de son œuvre Hotarubi no Morie par le studio Brand Bells. Oui, le one-shot Hotarubi no Morie fut publié en 2002 pour avoir une adaptation animée 9 ans plus tard et qui remportera le prix du jury du Scotland Loves Animation ou SLA. Oh, et aussi, moins extravagante cette fois-ci, elle remportera aussi le prix du meilleur film d'animation lors de la 66e édition du Mainichi Film Awards. Et sans transition aucune, il faudra attendre 2003 pour avoir sa prochaine série intitulée en France Le Pacte des Yokai. Commençons par le début. Le Pacte des Yokai ou Natsume Yujin Sho a été sérialisé dans le magazine Lala TX en juin 2003 jusqu'à avril 2008. Durant cette année, l'œuvre sera finaliste du manga Taisho ou Cartoon Grand Prize, mais perdra face au manga vertical de Shinichi Ishizuka. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cartoon Grand Prize, c'est un prix organisé tous les ans par un jury composé principalement de libraires spécialisés en manga, dont le but est de promouvoir l'œuvre récompensée. Je vous rassure tout de suite,
le manga, en tout cas l'œuvre, continue à être publiée jusqu'à encore aujourd'hui, non plus dans le magazine Lala DX, mais cette fois-ci dans le magazine Grand Frère Lala. Quelle est la différence entre les deux magazines? Eh bien, tout simplement, c'est la parution de ce dernier. Pour le cas de Lala DX, nous avons une parution bimensuelle, et dans le cas de le magazine Lala, nous avons une parution mensuelle. Je n'ai pas trouvé de réelle raison du passage d'un magazine vers l'autre, mais je pense que c'est lié au succès de l'œuvre et notamment les ventes astronomiques du volume 5, car vendu à plus de 800 000 exemplaires. Bon, c'est joli tout ça, Sochikun, de nous parler des ventes, des stats, des prix qu'a pu recevoir la mangaka Yuki Midorikawa Sensei. Mais encore une fois, de quoi ça parle cette œuvre? Depuis qu'il est petit, Natsume voit les yokai, les esprits surnaturels japonais. Ne les appréciant pas particulièrement, il a toujours évité de les fréquenter. Mais voilà que ces derniers temps, les yokai se mettent à le pourchasser sans qu'il comprenne pourquoi. Et un jour, alors qu'il tente d'échapper à l'un d'eux, il pénètre dans un lieu sacré et libère par inadvertance un chat qui avait été enfermé dans un petit sanctuaire. Loin de se montrer hostile comme les autres, le chat engage la conversation avec Natsume et le questionne à propos d'un carnet qui aurait appartenu à Reiko Natsume. Cette Reiko en question se trouve justement être la grand-mère de Natsume. De prime abord, on peut s'attendre que l'œuvre se concentre majoritairement sur les yokai et cette fameuse course pour obtenir le carnet. Mais alors, pas du tout. La thématique principale du pacte des yokai, c'est l'humain. Et ça se traduit entre autres par les relations entre les hommes et aussi les relations entre l'homme et le yokai. Malgré l'objectif final de Natsume, qui est ici, j'espère qu'il est ici quelque part, qui est de restituer l'ensemble des noms des yokai se trouvant dans le carnet que conservait sa grand-mère, il n'en reste pas moins que les chapitres sont épisodiques. En effet, un chapitre peut aller tout simplement à une histoire telle qu'un yokai va se pointer directement à la porte de Natsume pour lui demander de récupérer son nom, à des histoires beaucoup plus complexes, telles que les esprits se sentant seuls et voulant nouer des relations d'une manière ou d'une autre auprès de leurs compères esprits ou auprès des hommes. Et tout ça sur fond de vie de campagne, rendant l'ambiance mystérieuse, douce, mais par moments amère. D'où, pour le côté poétique de la narration, la gentillesse de Natsume envers les yokai, mais aussi envers les humains, malgré son vécu, et surtout sa relation avec Nyanko Sensei. Amère par le comportement vil de certains yokai, mais surtout la méchanceté que peut avoir l'homme envers l'homme. La conclusion de certaines histoires mélangeant amour et séparation. Tout ça mélangé avec un trait de dessin se montrant très simpliste, mais pourtant si efficace dans la finition des personnages et dans la différente représentation des esprits, collant parfaitement à cette histoire reposante. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, car déjà de 1, ça sera beaucoup trop long, et de 2, je compte faire une vidéo à part, je l'espère, sur le sujet, mais le pacte des yokai est ce qu'on peut appeler communément un Iyashikai, qui est un sous-genre de la tranche de vie et qui a pour effet curatif sur le lecteur. Car oui, que ce soit à la lecture du manga ou au visionnage de l'anime, en tout cas pour moi, je me sens apaisé et souvent de meilleure humeur à la fin de chaque volume ou à la fin de chaque épisode. Bon, ça peut être tout bête dit comme ça, et je ne sais pas si c'est grâce à l'univers, la narration, l'écriture des personnages, l'interaction entre les personnages, le dessin, mais en tout cas, ça marche très bien sur moi, et je me sens apaisé, une forme de quiétude, et souvent avec une once de nostalgie, une envie de partir et aussi de vivre dans cette campagne mystérieuse, mais avec une once d'amitié, voilà, de bonne humeur. Bon, il y a aussi des moments, comme je disais tout à l'heure, avec cette partie amère de l'histoire, où je me sens vidé émotionnellement, car très impliqué par ces personnages et cette narration. En ce moment, le monde est méchant, voilà, tout simplement. Il y a énormément de pression dans laquelle nous subissons au quotidien, que ce soit sociétale, familiale, environnementale, médiatique, etc., etc. Ce qui fait qu'on peut être perdu, voire en souffrir. Et comme je disais tout à l'heure, les œuvres Iyashikai ont normalement un effet curatif sur le lecteur. Et en fonction de l'œuvre, vous pouvez être plus ou moins sensible à cet effet. Mais je pense réellement
que le pacte des yokai est un excellent représentant du Yashikai. Car, déjà de une, c'est mon œuvre préférée, ou en tout cas une de mes œuvres préférées, et que de deux, elle aborde tellement de thématiques différentes que vous ne pouvez pas être insensible face à tout ce qui sera dit. Et là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on peut se trouver cette magnifique collection? Eh bien, chez Delcourt Tonkam pour la somme de 6,99 €. À l'heure actuelle, il y a 27 volumes en France et au Japon, il y en a 29. Et encore une fois, pas d'inquiétude, comme je disais tout à l'heure, je pense que vous avez juste besoin du volume 1 et après, vous pouvez acheter des volumes un peu au hasard car ce sont des histoires épisodiques, souvent se terminer au bout de 3 voire 5 chapitres grand max. Mais voilà, procurez-vous cette œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis très peu familier au shoujo, en tout cas manga shoujo, mais au travers du pack des yokai et de ce que j'ai pu comprendre, dans chaque volume, nous retrouverons, et là je me rapproche un peu, j'espère que le cadrage est mieux, je pourrais me faire taper par Tako-san, mais en tout cas, dans chaque volume, nous retrouvons des pans d'histoire de l'auteur elle-même. Donc, par exemple, sa rencontre avec son éditrice, les points de blocage qu'elle a pu avoir pour écrire telle histoire ou telle histoire, son quotidien. Et moi, je trouve ça très intéressant. Au-delà de tout ça, à la fin de chaque volume, nous allons avoir des clés de compréhension sur ce qui a été abordé. Car, encore une fois, une des thématiques principales, ce sont les yokai. Donc, un univers très riche et complexe. Et étant donné que nous sommes francophones et nous n'avons pas forcément connaissance de tout ça, il y a des clés de compréhension et des explications. Nous avons aussi un historique du yokai, que ce soit au Japon ou dans le monde. Donc je trouve ça, encore une fois, une valeur sûre d'information. Si jamais vous êtes intéressé par l'univers manga ou la culture japonaise, vous vous trouvez à l'intérieur de l'achat de chaque volume des packs des yokai. Et là, je sors un chapeau, parce que là, un réel travail a été fait, comme pour Shinohara Kenta, dans ses ouvrages, un effort de compréhension, de traduction pour conserver tout ça. Donc mesdames et messieurs, chapeau bas. Nous avons donc Kakiichi Yuki ainsi que le studio Babelcom, un collectif de traducteurs et traductrices ayant réalisé un travail colossal sur l'ensemble de la série pour conserver au mieux tout simplement la mythologie japonaise et aussi de conserver les dialogues qui peuvent être lourds de sens sans perdre les lecteurs et lectrices. Et réellement là-dessus, une deuxième fois, chapeau bas. Si jamais vous n'accrochez pas au dessin ou au style graphique du manga, vous pouvez basculer sur l'adaptation animée du studio Brains Base, commencée en 2008. 先生、あそこのまんじゅううまいんだってさ。なに、グーグー。あ、こら、暴れるな。良くも悪くも出会いの一つ。あれ、でもにゃんこって甘いもの食べてもいいのか？だからにゃんこじゃないと言ってるだろうが。まんじゅうください。Pour vous donner une idée de la qualité du studio, il a réalisé Baccano en 2007, ou encore le récent To You Eternity en 2020. Par ailleurs, l'anime est une excellente adaptation, car, de mon humble avis, peut être consommé différemment que le manga. Une des forces de l'anime est la musique. Cette dernière est composée par Makoto Oshimori, à qui on doit aussi les musiques de Baccano ou Durahara. Donc un grand monsieur. Merci monsieur. Je vous avais dit que Yuki Midorikawa Sensei a une affection énorme pour la préfecture de Kumamoto. Et ben en 2011, l'équipe d'animation a annoncé officiellement que les lieux qu'elle avait visités pour la couverture pour l'anime étaient la ville de Itoyoshi et ses environs, et je vous le donne en mille, située dans la préfecture de Kumamoto. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle collaboration est née entre Natsume et Itoyoshi
À partir de là, la ville Hitoroshi devient une zone touristique au point que certains fans appelleraient sa ville et ses environs Seiichi Junrei ou Junrei, qui veut dire pèlerinage dans un lieu sacré. Rien que ça. Entre ça et le fait que des cartes ainsi que des produits originaux ont été vendus et distribués dans la ville Hitoyoshi. De plus, à partir de la même année, Natsume a été nommé personnage de relations publiques pour le festival du feu d'artifice Hitoyoshi. Même qu'un site dédié à cette collaboration a été mis en place. Vous imaginez, vous, être mangaka et promouvoir une ville grâce à une de vos œuvres? Moi, personnellement, je ne peux être qu'admiratif face à tout ça. Entre 2013 et 2014, il y a eu plusieurs expositions d'images originales du pack des yokai intitulé Le monde de Yuki Midorikawa. Ces expositions comprenaient par exemple plus de 150 peintures originales de l'œuvre Pack des yokai. Et elles se sont déroulées dans 4 villes: Tokyo, Osaka, Fukuoka et Sendai. Et cela ne s'arrête pas là, car en 2021, une exposition, et je vous le donne en mille, a été réalisée dans la belle préfecture de Kumamoto au Tsuruya Hall. Comme vous l'aurez compris, Yuki Midorikawa est un pilier majeur pour le shoujo au Japon, mais aussi dans le développement et dans le tourisme dans la préfecture de Kumamoto, directement ou indirectement. Je vous rassure tout de suite, et je suis quasi sûr qu'avant même cette vidéo, vous ne connaissez ni le pack des yokai, ni même cet auteur, et bah c'est normal, parce qu'en France, on n'a rien d'elle, mais alors rien du tout. Même pas une plateforme légale sur laquelle on peut regarder les 6 saisons du pack des yokai. Oui, vous avez bien vu, il y a eu 6 saisons, ainsi que 2 films qui ont fait un petit carton quand même au Japon, et c'est très frustrant. Vraiment, là, je serre les poings et je serre les petits doigts de pied là en mode idem. Même pas de plateforme légale ou de séance unique proposant le visionnage du film adaptant son œuvre Otarubi no Morie, qui a eu plusieurs prix au Japon et en Écosse. Et du coup, c'est énervant et frustrant de ne pas avoir ce genre de choses en France où ça commence à bien se développer. Enfin, si, on peut retrouver sur des plateformes légales, par exemple, de ce que j'ai pu lire sur Crunchyroll, il y a le pack des yokai, mais il faut être équipé d'un VPN. Haha. Et moi, je suis pas encore sponsor, donc bon, je peux vous parler de VPN, mais chiant, du coup. Personne n'est gagnant dans cette histoire. Et encore, si ça ne se limitait qu'à l'anime, ben non. Car c'est pas un hasard si dans cette vidéo je vous ai parlé que du pack des yokai, bah tout simplement c'est la seule œuvre qui est éditée en France. Et là où Shinohara Kenta c'était un franc succès, un enchaînement de bonnes nouvelles, bah là pour Yuki Midorikawa en France c'est un enchaînement de mauvaises nouvelles. Car l'œuvre, le pack des yokai, a manqué, a souffert, que dis-je, de visibilité, de communication, de marketing en France. Pendant longtemps, de nombreux volumes étaient en rupture, mais quand je dis de nombreux, facile une dizaine d'années. Par exemple, et là je vais faire une petite coupure, retour de cette coupure incroyable, pendant longtemps il me manquait le volume 10 pour compléter ma collection du Pacte des Yokai. Il faut savoir que l'occasion de ce volume était indécent, et quand je dis indécent, ça s'approchait presque 200 € le volume. Et il y en a certains, parce que j'ai réussi à les acheter en cours de parution en France, avant 2022, étaient en rupture de stock, donc certains volumes coûtaient extrêmement cher en occasion. Je suis même procuré la version anglaise, déjà vous voyez la différence de qualité, différence d'édition, pour avoir la suite. Il faut savoir que j'ai pas payé cher, c'est le même prix qu'en France, donc 7 € ou 8 € à l'époque, avec les frais de port. Tout ça pour dire que, en effet, on a une belle couverture, on a quelque chose de raisonnable aujourd'hui avec Delcourt Tonkam. Avant leur vague de réimpression en 2022, il était difficile de se procurer des volumes. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas au courant s'ils sont toujours en train de réimprimer ou non certains volumes, s'il y a des ruptures de stock ou non. Donc essayez-vous de le procurer, en tout cas assez vite, cette œuvre. Sinon vous allez retomber comme moi à l'époque, avec plus de 80 € le volume. C'est un peu chiant.
Mais au-delà de tout ça, c'est aussi pour vous présenter, j'espère aussi un jour faire une autre vidéo dessus sur les éditions étrangères des mangas. La version anglaise conserve aussi les interviews et les fameux post-face. Et au-delà de ça, c'est beaucoup plus lisible en tout cas, je pense, dans ce format-là, un peu plus grand. Et ça correspond mieux aux traits ou à la narration de Yuki Midorikawa. Je pense par exemple les versions Bunko de ces dernières œuvres sont peut-être même favorables, et ce qui est dommage que nous ne l'avons pas en France. Je m'excuse si tout ce que j'ai pu dire au préalable n'était pas forcément très fluide, car je voulais conserver une authenticité, ou en tout cas vous montrer que cette œuvre me tient à cœur. Donc c'est pour ça apparemment j'ai pu bafouiller, parce que j'ai plus parlé avec le cœur qu'avec la tête, désolé. Parce que c'est une œuvre, j'ai grandi avec et qui m'a laissé une marque, une excellente marque, et que je ne peux vous recommander. Je me suis construit autour, en tout cas parmi de nombreuses autres œuvres. Le pack des yokai m'a permis de grandir aussi et de comprendre qu'il faut prendre du recul par moment sur ce qu'on est en train de vivre. Et cela m'attriste réellement de savoir que certaines maisons d'édition, en tout cas dans ce cas-là Delcourt Tonkam, ne met pas assez en avant ou ne communique pas du tout sur le pack des yokai. Qu'est-ce qui leur a empêché par exemple de faire de la communication à la sortie du film au Japon en France? J'ai cru voir, je vais vous l'afficher quelque part, une news de Crunchyroll pour dire « Hey, il y a le film du pack des yokai qui sort au Japon. » Ok, autant surfer un peu sur la vague pour relancer la série, redonner un intérêt. Tout ça, c'est ma vision peut-être d'amateur, mais je trouve ça un peu regrettable de ne pas avoir vu ça. Bien sûr, si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend, procurez-vous cette série. Car dans ma précédente vidéo, je disais que on n'était qu'une centaine ou 150 personnes à avoir l'ensemble de la collection Skandance. Et là, nous sommes une classe de lycée à avoir les 2 derniers volumes du pack des yokai, soit le 26 et 27. Même pas une trentaine ou une quarantaine de personnes, je vous l'affiche encore les petits trucs, à avoir les derniers volumes. Donc j'entends encore une fois l'ensemble de la collection en cours. Donc foncez-y. Et idem pour l'animé. Internet, c'est un vaste océan sur lequel vous êtes des marins, donc voguez à votre cœur, votre tête, suivez le vent et vous trouverez votre bonheur. Je vais me répéter comme une mamie ou un papy un peu sénile, mais je trouve ça regrettable que le pack des yokai, ou en tout cas Madame Yuki Midorikawa Sensei, n'a pas le succès qu'elle devrait avoir en France. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, achetez le pack des yokai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et encore une fois, en ce moment il y a des réimpressions, je ne sais pas pendant encore combien de temps, donc foncez acheter les 2 premiers volumes, si ça vous plaît, continuez. Si ça ne vous plaît pas, attendez qu'il n'y a plus de réimpression, que vous les revendez à 200 € le volume, et là, tout bénef pour vous. Pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ce fut le cas pour moi. J'adore passer du temps avec vous, que ce soit au travers de cette petite caméra ou au travers des petits commentaires. J'espère aussi que je vous ai donné envie de découvrir l'univers de Yuki Midorikawa Sensei. Et au-delà de ça, ou tout simplement du monde du shoujo, car il est vaste, bien plus vaste que le shonen, j'ai l'impression. Donc moi en tout cas, je vais y aller découvrir tout ça, je sais pas de quel côté. Et parce que je ne sais jamais conclure une vidéo, ils sont chauds les vidéastes à bien conclure leurs vidéos. Moi je vous fais la bise, profitez du soleil, le printemps arrive, les oiseaux chantent, et j'ai bafouillé, et je trouve que c'est très bien pour conclure une bafouille. La bise.